m'appelle Hélène Bustos, je travaille pour l'ADIR, l'Agence de diffusion et d'information rurale, qui est une association dont la principale activité est la production et l'édition de la revue Transrurale Initiative, qui depuis bientôt 25 ans s'intéresse aux évolutions des territoires ruraux. On travaille depuis le début de l'année avec Cap Rural sur voilà, cet événement Innov Rural et sur la thématique des nouvelles formes d'économie. Et comme l'a dit Patrick, donc ce dernier temps, on a 1 heure pour non pas clôturer, mais peut-être ouvrir la cage aux oiseaux après cette journée de réflexion et les temps d'atelier que vous venez d'avoir. Donc autour de moi, une diversité d'acteurs des territoires. Et on aura également donc qui entrecouperont leurs apports, la restitution aussi des ateliers donc, qui ont eu lieu. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Thierry Gameau, qui est donc élu à la communauté de communes du Massif du Vercors, pour que peut-être Thierry, en quelques minutes, nous explique un petit peu donc, sur ton territoire comment est-ce que cette thématique des nouvelles formes d'économie s'impose à vous, ou comment est-ce que voilà, elle prend forme, et que tu nous dises aussi, selon toi, quel rôle, quelle place l'élu local peut prendre dans ces dynamiques. Alors notre territoire, il a 2 particularités. La première, c'est qu'il est très proche d'une agglomération importante, la métropole de Grenoble, dont c'est 450 000 habitants, qui est vraiment à nos portes, puisque nous avons 2 communes de notre communauté de communes qui touchent les premières communes de la métropole. Et jusqu'à présent, il y avait, je dirais, une attitude un peu de méfiance ou de défiance vis-à-vis de Grenoble, pour simplifier. Dans les Grenoblois, moi, on les voit mieux en sport. À la limite, ils viennent le week-end passer quelques temps de récréation chez nous. Ils nous laissent leur papier gras et puis c'est à peu près tout. Moi, je ne suis pas du tout sur cette idée-là, mais au contraire sur l'idée que vous avez développée ce matin, qu'on a tout à gagner à avoir des relations respectueuses avec la métropole qui est à nos portes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se faire croquer par la métropole qui ferait qu'une bouchée de notre petite intercommunalité, mais d'avoir des relations sur des thématiques particulières. Et ça me paraît absolument évident. Grenoble est très tourné vers les nouvelles technologies. On a beaucoup de travailleurs qui sont sur ces domaines sur notre territoire. Et je crois qu'on a tout à gagner à avoir de bonnes relations sur des projets précis avec la métropole. La deuxième chose, c'est que notre territoire, en dehors de l'agriculture et de la forêt, qui sont importantes sur notre territoire, c'est quand même le tourisme qui est l'activité dominante, et en particulier le tourisme hivernal. Bon, c'est un secret pour personne que le changement climatique est à l'œuvre, et aujourd'hui, l'évolution du manteau neigeux, surtout sur ces dernières années, a une attitude qui est une attitude de moyenne montagne, donc entre, on va dire, moi ma commune est à 1000 mètres d'altitude, hein, entre 1000 et 1700 mètres, 2300 mètres pour le sommet le plus élevé. On est quand même aux avant-postes, un peu en sentinelle des changements du climat, et même si on est souvent, pour certains collègues et amis, un peu dans une attitude de déni en disant on a déjà connu ça dans le passé, ça va revenir. Hein. On connaît cette chanson-là et la politique de l'autruche. Je pense qu'on a aujourd'hui tout intérêt à imaginer ce que sera le tourisme de demain, non seulement sur l'hiver, mais aussi sur toutes les autres saisons, parce que je suis, moi, convaincu que les stations de moyenne montagne ont un bel avenir devant elles, sans doute plus que les stations de haute altitude qui, elles, n'ont pas d'autre alternative que la neige. Quand on va à Val d'Isère, on y va pour faire du ski, il n'y a rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors que chez nous, il y a plein de choses à faire, été, hiver et intersaison, et puis des possibilités de développement d'activités nouvelles, il y en a beaucoup. On a été un peu en pointe dans ce domaine. Notre centre de télétravail de Villard-de-Lans a ouvert il y a une vingtaine d'années déjà. On a un espace de coworking, un tiers-lieu sur Autran, bientôt une expérience très innovante qui va s'appeler la Jolie Colo, dans des locaux d'une ancienne colonie de vacances désaffectée avec un truc complètement invraisemblable, mais moi qui m'a tout de suite séduit par son côté innovant. Donc on est très à l'écoute des nouvelles formes d'économie. Et alors on en parlait à midi avec des amis et des collègues. Quelle doit être l'attitude du maire ?
Là, je m'exprime plus en qualité de maire, parce que spontanément, on l'a dit dans le groupe de cet après-midi, les porteurs de projets ont plus l'habitude d'aller voir leur maire, enfin d'aller à la mairie, comme on dit, plutôt que d'aller à l'interco, qui leur paraît toujours un machin un peu loin, où on ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est compliqué. Bon. Donc spontanément, on va voir son maire, ou l'élu référent désigné par le maire. Et là, si vous voulez, l'attitude qu'on a vis-à-vis des porteurs de projets, qui à mon avis doit être une attitude d'écoute et de bienveillance, ça va être extrêmement important, parce que ça va permettre d'accompagner le porteur du projet en direction des collègues de l'intercommunalité qui ont aujourd'hui la compétence économique, et puis de faire preuve d'agilité, de souplesse, de mise en relation, de création de réseau. Je crois que c'est ça le rôle qu'on attend aujourd'hui des élus locaux, et en particulier des maires. C'est plus ceux qui, comme autrefois, distribuaient les subventions, parce que l'argent public est de plus en plus rare. C'est au contraire ceux qui, en accompagnant, mettent en relation les porteurs de projets avec, on l'a cité cet après-midi, les différents niveaux, les administrations de l'État, de la région, du département, les consulaires, les banques. Voilà, le maire et les élus locaux, ils doivent être dans l'accompagnement bienveillant et d'être surtout des facilitateurs pour que les projets se réalisent. Merci beaucoup Thierry. Peut-être que ton propos trouvera écho dans les propositions de l'atelier numéro 4. Je regarde Dominique qui peut-être peut nous faire part des idées, propositions qui auront émergé. Donc, 3 principales idées. Donc, créer et animer un ou des temps de rencontre hors bureau, hors les murs, multipartenaires, avec en revanche des thèmes de travail précis, dans la perspective de créer des échanges et des liens, et avec comme finalité de produire des résultats concrets. Donc, c'était la première idée. Deuxième idée, donc, encourager la création de tiers-lieux qui regroupent des activités différentes, par exemple, bar associatif, qui puissent combiner effectivement la reliance des acteurs et la consommation de produits locaux. Et puis, troisième idée de cet atelier, donc, des startups de territoire qui soient multi-acteurs, multi-initiatives, donc pour justement faire émerger de nouvelles initiatives ou réfléchir sur des activités déjà existantes, avec effectivement comme principe la créativité, l'ouverture et donc l'émergence de projets partagés. Voilà les 3 idées qui sont ressorties de l'atelier 4. Merci, et qui, je pense, à n'en pas douter, seront peut-être présentes aussi dans ce que Denis Coconcelli, qui est à ma droite, va pouvoir nous dire. Donc, Denis, toi, tu es directeur du CIRID, donc, qui est le Centre international de ressources et d'innovation sur le développement durable. Et on avait envie de te demander, ce serait te présenter un peu plus l'activité, mais en quoi, pour toi, les dynamiques d'acteurs sont-elles un enjeu central dans ces nouvelles formes d'économie, et peut-être en lien avec ces dynamiques aussi les modèles économiques qu'on peut trouver aujourd'hui? Merci, bonjour à tous. Alors, tout ça en 5 minutes. Je vais m'attacher à rester sur quelques mots-clés, bien sûr, c'est confirmé en plus. Donc moi, je dirige donc le CIRID qui est basé à Saint-Étienne. C'est effectivement un centre de ressources sur le développement durable. Et il y a une dizaine d'années, on a fait le choix d'un certain nombre de modèles économiques inscrits dans le développement durable, et c'est important de le dire. D'abord, dire en introduction que ce changement dans les territoires, il éveille évidemment un certain nombre de comportements, d'opposition, de bienveillance, pourquoi pas, de regard, et qu'aller vers des nouveaux modèles économiques, c'est d'abord aller vers des changements de comportement chez les parties prenantes. Donc j'évoquerai effectivement cette question de la coopération, de la dynamique d'acteurs au terme de mes 4 minutes 30 dont je dispose maintenant. D'abord, c'est dire qu'on est dans une démarche de transition. Le nouveau ministère, Nicolas Hulot, c'est le ministère de la transition. Donc ce terme-là, il est repris aujourd'hui par l'État. Et ce mot, pour nous, il est fort. C'est qu'on est aujourd'hui dans un régime socio-technique dans les territoires, dans des organisations techniques et économiques qui sont dans des démarches de transition, de mutation. Donc il y a des innovations qui apparaissent, portées par des acteurs,
au plan international, au plan national, au plan local, qui viennent bousculer ces écosystèmes. Et donc le fait que ces innovations naissent, ces porteurs de projets arrivent avec une idée, avec une envie d'agir, parfois que privé, parfois public-privé, parfois hybride, parfois... Enfin, bref, hybride, on va dire, au sens le plus courant du terme, vient bousculer le régime en place. Donc faire un travail d'animation territoriale, c'est déjà être conscient qu'on est dans une démarche de transition et dans laquelle la notion du temps, elle est aussi une notion clé. Quand vous allez vouloir toucher à ce système, vous allez avoir toute une série de comportements, de postures, de regards à mobiliser. Ensuite, au-delà de ces facteurs humains qui sont pour nous clés, hein, c'est pour ça que la question de la dynamique d'acteurs, j'y reviendrai à la fin, elle repose sur des modèles économiques. Et aujourd'hui, Laurent Riotor, ce matin, nous parlait d'un modèle de développement possible qu'il indiquait maîtriser les coûts. Effectivement, la question des coûts, elle est une voie possible. Moi, j'aime à parler de maîtriser les ressources. Parce qu'autour des ressources, et là on vient à la question du local, on peut identifier de véritables opportunités de créer de la valeur. Créer de la valeur à travers un modèle tel que l'économie circulaire, qui consiste à créer des chaînes de valeur sur un territoire autour d'enjeux de ressources. C'est-à-dire qu'on va, en collectif, se poser la question des valeurs et des ressources disponibles ou auxquelles ce système est dépendant et créer de la valeur. L'exemple de ce matin à travers les saisons, qui est une initiative privée, montre bien que autour d'une idée, autour d'un besoin préidentifié qui consiste à créer une légumerie, on embrasse, on irrigue une chaîne de valeur, de la production à la consommation. Donc ce matin, effectivement, Laurent parlait d'économie résidentielle, d'économie présentielle, d'économie productive. Pour moi, cette économie productive, elle va de la production à la consommation. Et donc, on crée des boucles. Et l'économie circulaire, c'est bien créer des boucles de valeur positive, créer de la valeur, se mettre en réseau sur un territoire. Alors, je reviens à la question de la dynamique d'acteurs, parce qu'effectivement, vous voyez que ces projets-là nécessitent du dialogue, des capacités d'écoute, se connaître, se reconnaître. Et c'est la clé. C'est la clé pour emmener dans le temps du collectif. Comment l'illustrer ? Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de facteurs favorables pour ces projets d'économie circulaire. Les attentes des citoyens. Aujourd'hui, la notion de la propriété et l'enjeu d'être propriétaire ne serait-ce que de sa voiture, vous voyez bien qu'il y a des changements de comportement. Donc la population aujourd'hui va vers l'économie du partage, la volonté de mutualiser, de partager, de faire bénéficier, de retrouver du sens, de retrouver de la valeur. Donc chez les citoyens, aujourd'hui, il y a une attente. Il y a d'autant plus une attente dans les jeunes générations qui sont aujourd'hui toutes connectées, pour lesquelles la question de la propriété, elle est beaucoup moins importante que dans les générations, la mienne et les générations plus avancées. Donc on a des facteurs de rareté. La question des coûts, elle est là. La question de la rareté des biens, de la rareté des ressources, la question qu'aujourd'hui certains acteurs économiques captent cette rareté en créant des stocks. Donc on a aujourd'hui en local des capacités à recréer de la valeur autour de la ressource. La question des déchets, par exemple, il y a on va dire 20 ans, on ne triait pas, on ne collectait pas. Aujourd'hui, on a installé dans les pratiques la question du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets. Donc voilà encore un autre facteur favorable. Ce matin, les saisons disaient, les producteurs, pour des effets de climatique, de saison, d'intempéries, ils jettent, ils détruisent. Il y a de la valeur. Donc cette économie circulaire repose sur l'identification de gisements de valeur, gisements locaux de valeur et de création de valeur à plusieurs. Alors, au-delà de ces facteurs clés qui permettent de se dire on a aujourd'hui des opportunités qui se présentent à nous, cette coopération et cette dynamique d'acteurs. Alors, il se trouve que nous, on vient d'écrire un document qui est, je crois, à l'accueil, je vous inviterai à le prendre sur les dynamiques d'acteurs. Il y a aujourd'hui des techniques. Alors, on a parlé dans l'atelier numéro 2 d'une méthode. Je dirais globalement, intéressez-vous à l'intelligence collective.
Derrière cette intelligence collective, il y a toute une série de pratiques aux Pays-Bas, le transition management, des méthodes d'animation, de groupe de travail, le World Café, ce qui a été cité tout à l'heure, donc j'imagine que le groupe 2 va en parler. Des techniques d'intelligence, on va lui donner la parole, des techniques d'intelligence collective qui vont amener les acteurs à changer leur regard, changer leur posture, et c'est pour nous le facteur humain qui va permettre de porter cette dynamique d'économie circulaire dans les territoires. Simplement, en conclusion, je vous invite à prendre connaissance d'un certain nombre d'écrits que nous avons réalisés. Je crois que celui qui est à l'accueil, c'est Dynamique d'acteurs dans l'économie circulaire. C'est un 8 pages, il traite typiquement du sujet que vous m'avez posé. Et puis, on en a fait une fiche technique avec des outils qui est en ligne, donc sur le réseau Éclaira, c'est le réseau d'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc saisissez-vous de ces documents et allez sur éclaira.org pour... Là, c'est qu'un avant-propos, hein. Je vous ai donné aucune clé, mais plutôt des grands principes qui peuvent être suivis. Merci beaucoup pour cet effort de concision et pour aussi la petite introduction donc à l'atelier 2 que tu as mentionné et qui avait pour thème donc de se poser la question comment accueillir et accompagner les porteurs de projets des nouvelles formes d'économie. Donc là, peut-être Geneviève, si on pouvait avoir un petit compte rendu des propositions qui ont été faites. 3 propositions, c'est assurer un accueil en face à face, personnalisé, sans jugement. L'idée, c'est être à l'écoute, offrir de l'humain, de la disponibilité, prendre du temps. La deuxième proposition, c'est justement mettre en réseau les acteurs, notamment de l'économie, pour permettre de saisir toutes les opportunités. Et il était dit aussi, peut-être déstructurer l'existant, quelquefois, pour le restructurer avec beaucoup plus de souplesse que ce qu'il est actuellement. Troisième proposition, justement, c'est une proposition technique, proposer la technique du speed consulting à des porteurs de projets. Donc, réunir une vingtaine de porteurs de projets qui s'interrogent à tour de rôle sur un problème, une question qu'ils ont. Voilà, c'était une technique rapide pour co-construire, co-produire. Du concret aussi. Merci beaucoup. Donc, il nous semblait aussi intéressant sur ce thème des mises en réseau, peut-être de s'interroger un petit peu plus particulièrement sur la question du numérique. C'est pour ça que nous allons demander donc à Franck Burderon, qui est directeur associé d'Ocalia, que je te laisserai présenter en quelques mots, peut-être de nous dire, selon toi, en quoi le numérique permet de repenser les dynamiques d'animation et plus largement la place qu'il occupe dans les nouvelles formes d'économie dont on parle depuis ce matin. Donc bonjour. Donc Ocalia, en fait, en 2 mots, c'est un bureau d'études qui accompagne les territoires sur historiquement un premier sujet qui est la transition numérique, donc sur lequel je reviendrai, et puis de manière plus récente, depuis 6 à 7 ans, sur la question des nouvelles formes de travail et nouveaux lieux de travail, notamment toute la mouvance des tiers-lieux, espaces de coworking et autres. Peut-être revenir sur effectivement cette question des... je commence par la fin, des territoires numériques. Un petit retour en arrière. En fait, c'est un sujet qui a commencé à émerger à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui est né en fait de l'apparition de ce qu'on appelait alors, ça va paraître un peu daté, mais les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qui apportait potentiellement des réponses un petit peu nouvelles aux questions d'aménagement et de développement local. Et donc il y a un certain nombre de territoires pionniers, assez peu nombreux, qui ont commencé à s'emparer de cette question. Je pense notamment à Parthenay, pour ceux qui suivent ça depuis quelques années, qui ont commencé à réfléchir à ces sujets-là au début des années 2000. Au départ, ça a été très préempté par les questions d'infrastructure. Comment on couvre les territoires. Cette couverture a largement progressé depuis une quinzaine d'années. Elle reste encore incomplète. Il y a un certain nombre de territoires qui ont encore des problèmes en matière de couverture numérique, Internet ou mobile. Mais les choses évoluent. Et puis, depuis le milieu des années 2000, au-delà de ces questions d'infrastructure, il y a un certain nombre de territoires qui ont commencé à se poser la question de
qu'est-ce qu'on fait de ces tuyaux, comment on développe des services, et on essaye de développer aussi des usages auprès des populations, auprès des acteurs économiques d'un territoire, pour apporter des solutions nouvelles. Bien évidemment, les bouleversements sont majeurs, je ne vais rien vous apprendre. Ils concernent l'ensemble des sphères de l'économie, l'ensemble des sphères de la société. Je reviendrai peut-être sur deux éléments, un qui est spécifique aux territoires ruraux, parce qu'il me paraît quand même assez intéressant, et un second qui est lié à beaucoup de discussions que j'ai entendues aujourd'hui, notamment autour de la question des tiers-lieux, mais qui sont en grande partie issus finalement de la transition numérique. Le premier élément dont je voulais vous parler rapidement, et qui impacte fortement les territoires ruraux, c'est que la transition numérique, et notamment la dématérialisation, en fait, transforme la manière dont on accède aux services et supprime la contrainte de la localisation physique de la production du service. Et du coup, bien évidemment, pour des territoires qui étaient, et notamment bien évidemment les territoires ruraux, souvent très handicapés par rapport à l'accès à un certain nombre de services, on pense à la santé, à la formation, aux services publics de manière plus générale, le numérique, par tous les nouveaux outils qu'il propose, permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Et par rapport, du coup, à un des éléments qui a été pointé par Laurent Riotor ce matin sur les défis à relever, notamment sur les conditions de vie, ce qui est particulier dans le numérique, c'est que c'est à la fois une infrastructure, vous l'avez dit, dont on a besoin pour travailler, pour communiquer, et qui doit être présente sur les territoires pour qu'ils soient attractifs. Et en même temps, ce sont un ensemble d'outils qui vont permettre d'accéder de manière dématérialisée à un ensemble de services. Donc en fait, ces deux conditions-là réunies font qu'elles conditionnent assez fortement l'attractivité d'un territoire et la qualité perçue des conditions de vie à l'échelle d'un territoire. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, en lien avec cette question notamment de tous ces espaces collaboratifs qui se développent un petit peu partout sur les territoires, dans les grandes villes, mais qu'on commence à se voir se développer de manière très forte aussi sur les territoires ruraux, c'est toute la mouvance des tiers-lieux ou des lieux collaboratifs de manière plus générale. Et en fait, si je reviens un petit peu en arrière, dans les années 2000, une des grandes craintes qu'on avait par rapport à l'Internet, c'est que, en permettant des échanges distants, finalement, ça coupe les contacts physiques et qu'on n'ait plus besoin des contacts physiques. Enfin, je me rappelle à une époque où il y avait tout un mythe qui était régulièrement, sur lequel on insistait beaucoup dans les colloques à l'époque, qui consistait à dire qu'en gros, avec Internet, on tuait les relations, les interrelations personnelles, etc., et que tout ça allait disparaître. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est exactement l'inverse qui se produit, que finalement, le numérique permet de construire de la continuité, mais que les échanges physiques restent bien évidemment essentiels. Et c'est toute la mouvance de ces tiers-lieux, en fait, qui permettent de faire se croiser en un espace physique en dur un ensemble d'acteurs qui viennent de milieux différents, qui ont des compétences différentes, et on fait le pari que de cette hybridisation va naître de l'innovation, des nouvelles activités économiques, de nouveaux projets, etc. Et ce qu'apporte par contre le numérique à l'inverse, c'est de la continuité, au-delà de ces échanges physiques ponctuels qui permettent, au travers de plateformes de type réseaux sociaux, de type plateformes d'intermédiation, de maintenir cette continuité et de poursuivre dans le temps la construction de ces projets, de ces échanges. Merci beaucoup, Franck. Donc bon, là on a évoqué les tiers-lieux, mais comme dans d'autres formes, je pense qu'une question qui se pose et qui a dû être discutée et que Denis a commencé à aborder, c'était celle aussi des modèles, finalement, à renouveler, des modèles économiques qu'on a derrière ces nouvelles formes. L'atelier 3 a été consacré plus spécifiquement à cette question, à savoir comment financer les projets de développement de nouvelles formes d'économie. Et donc là, je vais demander à Marine de nous informer, de nous dire ce qu'il en est ressorti. Nous, sur notre atelier, donc, est ressorti la première idée qui est le mécénat de compétences, où donc des entreprises peuvent mettre à disposition leurs compétences pour des porteurs de projets. Une idée aussi de taxe innovation à l'échelle d'un territoire de projet. Donc une taxe innovation qui serait donc imposée aux habitants et aux entreprises pour alimenter un fonds qui servirait à monter des projets innovants. Et enfin, la dernière idée qui est le financement participatif pour limiter la charge de départ du porteur de projet,
Donc, financement participatif qui a été évoqué à plusieurs échelles. Donc, les plateformes de financement participatif qu'on connaît, mais aussi des financements de services par les futurs usagers et des clubs d'entreprise qui pourraient aussi identifier un besoin et qui financeraient donc ensuite un service qu'ils identifient comme répondre à un de leurs besoins. Merci beaucoup. Pour peut-être, je pense que voilà, donc ces propositions qui ont été faites sont déjà dans les têtes et certainement même mises en œuvre dans plusieurs projets. Il nous a semblé intéressant donc d'inviter Céline Osser, qui est agent de développement au parc naturel régional du Pilat, de nous parler un petit peu par l'exemple de ce qui pouvait être fait à l'échelle du territoire et en lien avec ces nouvelles formes et aussi la question des modes de financement. Oui, merci. Donc effectivement, donc le parc du Pilat, ça fait 40 ans qu'il existe, mais il essaye toujours d'être dans l'expérimentation. C'est un peu le propre des parcs. Et donc sur ces questions d'économie, même si on n'a pas de compétences, on a des missions. Et on a des contacts évidemment avec les acteurs et les entreprises du territoire. Et donc par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, moi j'ai retenu un certain nombre de mots qui font écho finalement à l'expérience qu'on a mis en place. Donc je vais essayer de à chaque fois faire le lien. Donc ce matin, on a évoqué pour le parc des oiseaux une intuition d'élus pour mettre en place ce type de projet. Donc au parc, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la mise en place d'un projet autour du financement participatif. C'est-à-dire qu'on a essayé de détecter un peu les signaux qui pouvaient émerger sur le territoire et notamment les besoins des entreprises à travers donc des ateliers avec des entreprises et ce qu'on appelait les pépites qui sont ressorties. Et notamment, ce qui a été ressorti, c'était de dire, voilà, on a des financements classiques qui existent, subventions, etc. On a les banques qui nous prêtent, mais pas toujours. Et donc, un certain nombre de projets ne pouvaient pas émerger faute de financement. Donc on a lancé une étude sur le sujet et en parallèle via un festival du cinéma solidaire qu'on anime avec un collectif, on a pu identifier que les habitants du Pilat étaient prêts à mobiliser leur épargne pour financer des projets locaux. Donc voilà, on s'est dit il y a quelque chose à faire entre cette épargne qui existe et les besoins en financement des entreprises. Et donc, on a mené une étude un petit peu poussée et qui a abouti, pour aller vite, à des partenariats donc, avec des plateformes de financement participatif. Donc, la question se posait, est-ce qu'on crée notre propre outil ou pas, etc. Donc, on s'est plutôt dit qu'il y a des outils qui existent, des plateformes qui vont bien, qui sont connues et qui étaient prêtes à travailler avec nous. Donc là, le partenariat, c'est avec KissKissBankBank et compagnie, donc qui ont 3 sortes de plateformes, et Helloasso, qui est plus orienté vers les associations. Donc le partenariat, en fait, il consiste simplement à, en fait, du coup, permettre la mise en ligne des projets et un accompagnement du coup des porteurs de projets et du coup au niveau du territoire on essaye d'identifier et de faire sortir des projets qui ont une chance de réussir leur campagne de financement participatif. Donc très concrètement, et c'est là où je retrouve aussi la question qui s'était posée cet après-midi sur est-ce que c'est bien à la sphère publique de se préoccuper de ça et de mettre un peu ce genre de choses en place. Donc moi, je retiens de ce qui s'est dit sur FIJAC que ça permet au moins de réunir les acteurs. Donc, ça a été notre rôle, c'est-à-dire qu'on a mis en place un groupe, ce qu'on a appelé économie de proximité, dans lequel on réunit les acteurs publics comme les comités de communes, mais aussi les consulaires. On a des clubs d'investisseurs locaux, on a les plateformes d'initiatives locales. Et donc dans ce groupe-là, en fait, on reçoit les projets et les porteurs de projets qui ont besoin d'un financement et on voit avec eux si le financement participatif peut être une réponse parmi d'autres. À partir de là, si effectivement c'est identifié et que ça répond aux valeurs du parc, de la charte du parc, on les accompagne collectivement. On leur accorde un mentorat du parc parce que l'idée c'est aussi que le territoire soit
puissent les aider à valoriser leurs projets. Et du coup, avec la plateforme, on met en ligne et on accompagne sur toute la campagne de financement participatif. Voilà, donc ça c'est vraiment le cadre général. Donc actuellement là ça fait 1 an qu'on a mis ça en place, donc on a 7 projets à peu près qui sont partis, qui ont réussi leur campagne. Ça fait environ 60 000 € qui ont pu être collectés. Les retours des porteurs de projets, ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir une communauté d'acteurs autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression d'être baladés d'un accompagnant à un autre, parce qu'on se parle, évidemment, dans le groupe. Et on essaie de compléter un petit peu tous les conseils qu'on peut leur apporter. Ils voient aussi un intérêt, justement, d'être reconnus par un territoire. Et du coup, ça permet aussi aux habitants du Pilat d'avoir des projets identifiés, reconnus, et de pouvoir s'investir s'ils le souhaitent. Voilà, donc là, moi, par rapport à ce qui s'est dit aussi dans les ateliers aujourd'hui, il y avait la question des rencontres, c'est-à-dire quels sont les lieux de rencontre, comment on permet aux gens de communiquer, de partager leur expérience. Donc le groupe permet ça, mais on met aussi en place des journées de formation, donc qui sont ouvertes à tout type de porteurs de projets, mais aussi aux structures qui accompagnent les porteurs de projets, pour les former au financement participatif, parce que mine de rien, c'est pas juste cliquer sur un bouton. Derrière, il y a tout un travail de préparation, de mobilisation des réseaux. Ça dure en général 1 mois et demi, où il faut être à fond. Et donc ça, il faut qu'on prépare les porteurs de projets à faire ce travail-là. Et du coup, les journées de formation permettent aussi de faire se rencontrer les porteurs de projets entre eux. Et de créer une dynamique finalement d'acteurs. Voilà, on a vu qu'il y a des liens qui s'étaient créés entre savonniers artisanales et des personnes qui lancent une foire bio sur le Pilat. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui émergent sans que nous on y soit pour quelque chose. On a juste créé finalement le lieu de rencontre. Voilà, donc un autre point qui était ressorti sur l'atelier, c'est le fonds d'investissement. Donc ça, c'est un peu notre rêve. On aimerait bien pouvoir mettre en place un fonds d'investissement local, du coup, qui serait alimenté par le local, les habitants, les collectivités, les banques. On a aussi un partenariat avec des banques, et du coup, avec des choix qu'on pourrait faire sur des projets. Mais ça demande encore un petit peu de temps. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Je pense que dans les différentes interventions, donc on a bien vu que ce soit sur l'identification de ressources, de thématiques à l'origine des dynamiques des nouvelles économies. Il y a aussi la question des personnes qu'on accueille, de ces porteurs d'idées, d'envie. Et le travail que tu l'as évoqué dans ton témoignage, c'est de se dire qu'il y a un travail de repérage de ces dynamiques, de ces envies à faire. Et donc l'atelier 1 était plus spécifiquement dédié à cette question, de se dire comment repérer des signaux faibles en matière de nouvelle économie. Oui, donc les 3 idées qui ressortent de l'atelier: créer des temps d'échange et des espaces d'échange pour repérer des tendances. La deuxième, utiliser des outils pour identifier des nouveaux besoins, donc des outils déjà existants, des audits, des études, des appels à projets, etc. Les remobiliser. Et puis la 3e, être à l'écoute, aller à la rencontre avec une attitude bienveillante et de non-jugement. On avait envie de demander donc à Isabelle Bisoir, qui est chargée de mission emploi et métiers à Cap Rural, de peut-être nous donner un éclairage, un regard un peu plus détaillé, précis sur les nouvelles compétences, peut-être spécifiques, ou l'adaptation de compétences existantes que ces nouvelles formes d'économie impliquent, nécessitent. Donc ce matin, j'ai fait le tour des ateliers, j'ai écouté et j'ai mis de côté un certain nombre de choses qu'il me semblait indispensables pour pouvoir être capable de faire émerger ou de faire vivre ces nouvelles formes d'économie. Alors ça n'a rien d'exhaustif, ça peut concerner l'agent de développement, mais ça peut concerner la personne qui fait vivre le projet d'économie, de nouvelle économie, ou ça peut même concerner l'élu. Enfin, tous les acteurs du territoire sont concernés. Donc c'était pris sur le vif, ça n'est pas complet. Avant de démarrer,
je voudrais dire que ce qui m'a quand même frappé dans ceux que j'ai entendus, j'ai pas fait le tour de tous les ateliers, mais j'ai dû en faire 4, c'est que les personnes qui s'exprimaient disaient parfois qu'elles étaient nouvelles ou assez récentes sur le projet. Et j'ai mesuré combien elles s'étaient appropriées ce projet et combien elles le poursuivaient. Et ça m'a semblé extrêmement important et intéressant, parce que c'était bien s'inscrire dans une dynamique, non pas vouloir en recommencer une, mais bien s'inscrire, poursuivre, parce que cela avait du sens. Alors, ce qu'il est ressorti, c'est qu'entre autres, il faut être capable, et ça c'est Laurent Riotor qui nous l'a dit, de décaler son regard. Alors, parfois on dit, vous devriez changer de lunettes. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Être capable de changer de lunettes, c'est une chose. Changer de regard, c'est une autre chose. Donc, être capable de changer de regard, de sortir des sentiers battus. Être capable d'ouvrir des portes. Toutes les portes, mais pas tout en même temps. Être capable de ne jamais fermer de porte. Et donc, être capable d'ouvrir des portes avec logique, c'est aussi être stratège. Et donc, pour pouvoir le faire, ouvrir une porte après l'autre et savoir par laquelle il faut commencer. C'est Lussas qui m'y a fait penser en disant on a travaillé avec la collectivité qui n'avait pas la compétence culture, mais qui avait la compétence économie. Et ça a été notre porte d'entrée. Être capable de faire levier, être capable de saisir une opportunité pour démultiplier ses effets. On peut dire mettre en synergie. Et ça, c'était vraiment l'exemple flagrant de Figeac. Je n'ai pas tout entendu, mais entre autres Figeac, où d'une action, on en a créé une autre, qui en a entraîné une autre, qui en a entraîné une autre. Être capable de construire des relations complexes, de mettre en réseau, de tisser patiemment, pour trouver des adéquations entre des porteurs de projets qui ne pensent pas avoir d'adéquation entre eux, et tout ça pour créer de l'activité. Être capable de tester, ça a été dit, je l'ai entendu au moins 2 fois, c'est-à-dire être capable de rater et de recommencer. C'est la preuve par l'exemple. Être capable de projeter et d'inviter les autres à projeter pour anticiper. Et je me souvenais encore de tout le travail de GPEC du territoire qui avait été fait par Figeac, qui a permis d'anticiper et d'être un petit peu en avance pour toute une série d'actions qui ont pu être menées parce qu'au départ, on a su projeter sur le territoire, entre autres, l'organisation des ressources humaines. Être capable de connaître les besoins du territoire, les potentiels du terrain et adapter ses actions, ça c'était Dombinov, aux particularités. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on adapte ses actions aux particularités du territoire et on ne fait pas pareil partout. Et ça me semble vraiment important. Être capable d'avoir une vision globale et inter-échelle et maîtriser l'ensemble d'un processus de l'émergence à la réalisation. Alors, est-ce que ce sont des compétences spécifiques? Est-ce que l'agent de développement ne les a pas déjà? Il les a sans doute en partie. Mais je pense que ce qui est différent, c'est que le contexte n'est pas le même. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut certes savoir le faire, donc être capable de le faire, mais il faut vouloir le faire et il faut pouvoir le faire. Et en fait, je pense que ce qui se dégageait ce matin, c'était d'abord une positive attitude, ça c'est clair, tout comme Laurent Riotor nous a dit, mais le rural a des atouts et a de l'avenir, c'est de se dire, je peux le faire, je vais le faire, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est... j'ai trouvé qu'on était dans un schéma différent de ces dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, où c'était plutôt l'institution, la collectivité
qui était un peu l'impulseur, le donneur d'ordre. Là, on n'est plus du tout là-dedans, et vous l'avez bien dit ce matin, parce que soit ce sont des formes qui sont délégation de services publics, ou qui sont co-construites, ou qui sont co-construites avec les institutions, mais pas à leur demande, mais c'est plutôt à la proposition des porteurs de projets, ce qui est complètement différent. Ou bien on fait sans lien avec les institutions et les collectivités. Soit on nous laisse faire, soit on nous ignore. Et donc ça, c'est un changement qui est extrêmement important. Et l'un d'entre vous ce matin disait, il faut aussi, mais je le mettrai peut-être en lien avec Tout est possible, il faut l'esprit d'entreprise, il faut avoir l'esprit entreprenant. Donc nouveaux métiers, peut-être parce qu'on ne connaît pas les métiers de demain, des compétences transversales que l'agent de développement a sans doute déjà, mais qu'il doit exercer dans un contexte complètement différent, donc qui va vraiment l'obliger assez fondamentalement, non pas à changer de lunettes, mais à changer de regard, effectivement, et du coup à changer de positionnement et de manière de faire. L'animation restant un élément extrêmement important et moteur de tous ces projets et de toutes ces nouvelles formes d'économie. Merci beaucoup Isabelle. Et merci à... Allez-y. Merci à vous, personnes ressources, de vous être pliés à l'exercice et aussi pour l'attention que vous avez eue tout au long de la journée, qu'on a pu constater dans vos allers-retours entre ce que vous avez pu voir, entendre et ce que vous faites. Patrick ? Non, simplement, ça serait de redonner le plus vite possible la parole à Franck, à Denis, à Thierry, mais qu'est-ce que vous voyez qui est en train de bouger, qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce que, par rapport à ce que vous travaillez régulièrement dans votre mission d'élu, dans vos expertises, dans vos accompagnements de territoire, mais c'est vrai aussi pour... Et là, de façon plus spontanée encore, hein, c'est pas un tour de table à 3 minutes chacun, mais qu'est-ce qui va bouger encore et qu'est-ce qui va encore nous bouger dans nos façons de faire, dans nos façons d'agir, quand on travaille sur le développement des territoires ruraux et les nouvelles formes d'économie. Donc je sais pas qui veut tout de suite repartir. Je n'ai pas assez parlé, alors j'en profite. Non, moi j'ai juste rajouté un élément, parce que j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas que des éléments favorables, il y a aussi un certain nombre de handicaps pour les territoires ruraux, et notamment ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, en tout cas sur le papier, c'est certainement ceux qui ont le plus à gagner à la révolution numérique. Toujours mon idée d'affranchissement physique, du moins du lieu physique de là où est produit ou fourni le service. À l'inverse, c'est aussi ceux qui ont le plus de handicap. Le plus de handicap parce que c'est en général ceux qui ont les infrastructures haut débit, téléphonie mobile qui sont souvent les plus mauvaises. C'est pas systématiquement le cas, mais ça reste quand même la plupart du temps le cas. C'est aussi les territoires qui sont en général les moins bien dotés financièrement, humainement, en moyens en ingénierie, et que tous ces projets supposent ces moyens-là pour être accompagnés. Et puis, du coup, ça me permet de rebondir, parce que ces handicaps, on peut peut-être en faire aussi des... peut-être pas des avantages, mais en tout cas essayer de les contourner. Et je rebondis du coup sur la question des compétences, la transformation des métiers. Et je trouve que finalement, la description que vous faites me fait penser à ce que nous, on peut traiter dans d'autres contextes sur la question des évolutions des formes de travail, notamment dans le milieu des entreprises de manière plus classique, où la tendance est un peu la même, où on dit qu'on est de moins en moins sur des compétences techniques, technologiques, des savoirs, que ceux-ci vont être amenés à évoluer tout au long de la vie, et que finalement, la qualité première d'un salarié ou d'un agent ou n'importe où d'un porteur de projet, etc., c'est certainement son adaptabilité, sa capacité à évoluer, sa capacité d'entrepreneuriat, de porter des projets, sa capacité à être stratège, sa capacité à être animateur, sa capacité à fédérer. Et là, on rejoint toutes les logiques de mise en réseau. Et du coup, finalement, ce qu'on observe dans le milieu territorial est assez commun à ce qu'on observe dans le reste de l'économie de manière plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on pressent ? D'abord, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir.
Et ça, c'est important de le dire. On ne sait pas ce qui est fait demain. On est sur le chemin. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et vous le savez, on est dans une démarche de raréfaction. Raréfaction des ressources. Elles se surenchérissent. Même si le pétrole il est à $50, ça ne nous arrange pas, nous, environnementalistes, mais on a d'autres formes d'économie sur l'énergie qui arrivent, d'autres formes d'économie locale sur la question énergétique qui sont là. Participative, citoyenne, multi-acteurs. Il y a quand même, même si le baril il est qu'à 50, il y a quand même des innovations qui naissent dans les territoires. Néanmoins, on est quand même sur une raréfaction des capacités de financement dans les collectivités publiques. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui d'être propriétaire ? Je le dis, je vais un peu loin, mais l'économie de la possession, c'est l'économie d'hier. C'est l'économie de papa, c'est l'économie du grand-père. Être propriétaire aujourd'hui, c'est l'économie encore présente, mais je dirais du passé. Aujourd'hui, si on veut réfléchir sur une nouvelle économie, c'est l'économie des usages. Si on va vers l'économie des usages, on va vers l'économie de performance d'usage. C'est-à-dire qu'on va chercher de nouvelles performances sur un territoire qui ne reposent pas nécessairement sur la propriété du bien. Exemple, à quoi ça sert d'être propriétaire d'une chaudière dans une piscine, dans un lycée, dans une mairie, dans une entreprise ? Ce que vous cherchez, c'est à chauffer. C'est à chauffer l'eau, c'est à chauffer le bâtiment. Mais au-delà de chauffer, c'est de proposer une qualité de travail, une qualité de vie, peut-être une qualité d'accès, une qualité d'éclairage dans le bâtiment. C'est la qualité. Donc vous allez chercher des nouvelles valeurs en tant que décideur ou porteur d'un projet qui ne repose pas sur la propriété du bien et sur la rentabilité de ce bien. Je l'amortis sur 5-10 ans, j'adjoins un peu de service, et puis je vais essayer de gagner de l'argent sur cette immobilisation financière que j'ai fait en achetant le bien. Proposer et acheter de la performance d'usage, c'est relocaliser des activités de service. C'est-à-dire que vous tissez autour de vous des réparateurs, de la maintenance, de la prévention, de la performance d'utilisation de ce bien pour le faire durer le plus longtemps. Donc nous, quand on se dit quel est ce modèle économique qui tient compte de la raréfaction, qui tient compte de la besoin de relocalisation de services, d'emplois, de savoir-faire, l'économie autour de la performance d'usage, elle nous semble une des voies. Aujourd'hui, là, 8 septembre, on va aller vers d'autres modèles qu'on commence à regarder au CIRID, mais je dirais que dire qu'on passe de l'économie de la possession à l'économie des usages, ça embarque les acheteurs, les citoyens, les usagers, les vendeurs, les industriels, toutes les parties prenantes du territoire vers une autre performance territoriale. Oui, quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui va un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est ce qu'on initie en ce moment sur le Vercors et qu'on appelle local shift. Local shift, qu'est-ce que c'est ? C'est le changement local. Shift, c'est-à-dire changer. Et la relocalisation de l'économie. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher des compétences ou des produits ou des services à l'extérieur du territoire au sens large, autant mobiliser ce qu'on a déjà. Et on s'aperçoit d'une chose qui est toute bête, c'est qu'on ne se connaît pas entre nous. Et un des travaux des élus locaux, c'est quand même la mise en relation des acteurs. Il y a plein de richesses, plein de compétences, plein d'envie de faire, mais elles sont là un peu cachées. Et il faut les faire surgir, les mettre en relation. Et la relocalisation de l'économie, ça me paraît vraiment une perspective très féconde.